les pays de l'Est notamment ont su utiliser les bonnes lignées, notamment pour beaucoup des lignées françaises, ont su les travailler comme il faut, et on trouve d'excellents chiens dans les pays de l'Est maintenant, que ce soit la Pologne, que ce soit la Tchéquie, et puis d'autres pays que je ne veux pas faire une fixation sur ces deux pays-là spécialement, mais des pays de l'Est en particulier. Sinon, les Italiens ont toujours eu d'excellents chiens, les Espagnols aussi, et maintenant le Portugal s'y met, et on a de bons chiens partout à l'étranger. C'est d'ailleurs un problème pour nous Français, parce que Neuvik, qui est quand même le plus grand rassemblement européen de dogs allemands en France, parce que Neuvik c'est en France, une fois par an, à l'occasion de notre national d'élevage, donc, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, puisqu'on a environ on a de 30 à 35% d'étrangers, c'est quand même énorme. Et malheureusement, on s'aperçoit que le cheptel étranger est très très bon. Et souvent, ce sont des étrangers qui gagnent. Les Français ne sont pas très contents, mais c'est comme ça. C'est le meilleur chien qui gagne. En plus de ça, celui qui fait quand même 2 ou 3 000 km avec son chien, il sait ce qu'il amène. Alors que les Français, c'est vrai que Neuvik est une exposition qui est très très agréable, qui est plaisante, qui est amicale, et il y a des Français qui, sans ambition, exposent, et qui, bien évidemment, par rapport à l'étranger qui aura fait 2000 km et qui aura amené vraiment le chien qui a la possibilité de gagner, c'est pas forcément le cas de tous les Français non plus, hein. Mais enfin, parmi les bons éleveurs qui, eux, viennent pour gagner, ils sont souvent ramassés par les étrangers. C'est comme ça, c'est la règle. C'est difficile à dire sans nous envoyer de fleurs, mais je pense que c'est tout un ensemble, hein. C'est convivial, le lieu est agréable, il y a beaucoup d'hébergements sur place, c'est le long d'un lac. Malgré le fait que souvent il pleut, ce qui a été le cas encore cette année, les gens viennent et puis se retrouvent. D'ailleurs, ce terme national d'élevage n'est pratiquement plus employé. Maintenant, les gens ils disent on se voit à Neuvik. Et moi, quand je vais juger à l'étranger, ils me disent on se voit à Neuvik, on va à Neuvik. Ils disent pas on va à la nationale, à votre nationale. Alors que pour les autres pays, on dit on va à la nationale. Ça en fait le plus grand rassemblement européen, ça c'est clair, hein, et c'est pas un mensonge. Puisqu'on est quand même monté à 400, une année, plus de 400. Je ne prends pas la référence de cette année avec la Covid, bien évidemment, et le pass sanitaire, il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas venus. Mais enfin, on en a quand même rassemblé un peu plus de 250, ce qui par rapport aux autres pays, même à l'EUDDC, ils en avaient 120, quoi, donc c'est pas comparable. Non, c'est vrai que c'est devenu comme ça. Il faut dire aussi que d'autres clubs le font toujours. Moi, j'ai toujours été contre le fait de faire plaisir aux délégués et de faire la nationale un petit peu partout en France, qui se baladent. Moi, j'ai toujours pensé que si on trouvait un jour un lieu fixe et que à la même date, 3e week-end de septembre, c'est ce qu'on a fixé, et un lieu fixe, que les gens s'y habitueraient d'office. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a eu connaissance de Neuvik, on est arrivé là grâce à un membre dont l'épouse était d'ailleurs adjoint au maire à l'époque, et qui avait dit mais si vous voulez faire une exposition, nous on peut se débrouiller, la municipalité est derrière nous, elle va vous aider, et puis on a dit ok, on va faire une régionale. Le délégué de cette région a fait une régionale, on avait trouvé le lieu intéressant. On a fait une première nationale l'année d'après, et depuis, ça fait 13 ans, je crois, ça fait 13 ans cette année, oui. Tous les ans, on va là-bas. Et l'année prochaine, on ira. Et pour le UDDC, puisqu'on est président de l'EUDDC en 23, ce qui correspond aux 100 ans du club, et on le fera également à Neuvik. Alors, la confirmation traditionnelle, de toute façon, elle évolue selon les pays, parce que nous, on demande une confirmation, ce qui est un petit peu ridicule d'ailleurs, parce que lorsqu'on refuse un chien, il a 50% de chances d'être repris après en appel, mais bon, c'est comme ça, c'est la réglementation de la société canine française. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Moi, quand j'ai commencé l'élevage, on avait un pédigré tout de suite, il n'y avait pas de confirmation. Puis la confirmation est arrivée après.
qui ne correspond pas à grand-chose, hein, si ce n'est que de regarder s'il manque pas de dents, voir si le chien n'est pas trop boiteux, et puis s'il ressemble à un dog, quoi. En gros, c'est ça, et on confirme. Et si on ne confirme pas, comme je le disais, malheureusement, c'est un juge Holron qui va le revoir après, et puis s'il a envie de faire passer, il le fera passer. Et voilà. Bon, c'est la France, c'est comme ça, il faut faire avec. Les Allemands, c'est beaucoup plus intelligent, parce que eux, c'est une autorisation à l'élevage. Nous, c'est ce qu'on réclame, et qu'on n'arrive pas à avoir. C'est comme une confirmation, mais un petit peu plus poussée, et c'est le club qui décide si le chien peut être utilisé à l'élevage ou pas. C'est une autorisation à l'élevage. Nous aussi, si vous voulez, si tu veux, mais à travers la SCC, et puis les critères sont tellement bas que enfin pas tous nos chiens, mais 95% des dogs sont confirmés, quoi. Et il faut vraiment, pour ceux à qui il manque des dents, bon là c'est clair, c'est quelque chose de précis, ça, mais sinon sur le reste, on n'est pas très difficile. Alors le UDDC, là c'est un peu plus compliqué parce qu'au départ, et ça c'est dans les statuts, logiquement, on ne devrait pouvoir prendre un mâle étranger, par exemple pour nous Français, un étalon étranger, que dans la mesure où notre femelle ou la femelle est confirmée à UDDC et que le mâle l'est aussi. C'était des règlements de l'UDDC que personne n'observe. Donc c'est vrai que ça ne sert plus à grand chose, si ce n'est que c'est toujours la vérité en Allemagne. Pour faire saillir par un mâle allemand, mais en général c'est pas souvent le cas, c'est plutôt les Allemands qui viennent chercher un mâle en France, et à partir de ce moment-là, ils demandent à ce qu'il soit confirmé UDDC. Donc c'est une confirmation qui se perd, on n'en fait plus beaucoup, et on en fait pour certains étalons pour pouvoir saillir à l'étranger. Mais il n'y a plus beaucoup de pays qui l'observent. Et nous, j'avoue très sincèrement qu'on ne l'a jamais vraiment observé. Mais la confirmation UDDC est beaucoup plus poussée, hein, c'est tout un questionnaire. Mais elle est bien faite. Elle est bien faite parce qu'il n'y a plus de problème de langue, c'est des numéros. Alors on a par exemple, la tête. Bon, il y a plein de choses hein, qui vont entrer en ligne de compte. Et on a le détail. Et par exemple, un manque de stop, ça tombe à 3, on met 3, les yeux trop clairs, c'est 1 ou c'est 0, si c'est 0, il est éliminé. Et donc c'est que des numéros, et quand on a le détail, on sait à quoi ce numéro correspond. Donc c'est dans toutes les langues internationales. Donc l'idée était bonne, mais trop contraignant, et puis les gens n'ont pas suivi, quoi. Et de toute façon, c'est difficile à suivre parce que, en admettant que nous, on impose le UDDC, les Allemands peuvent le faire, c'est eux qui font les pédigrés. Mais nous, on l'impose, c'est-à-dire qu'on refuse à un éleveur de faire saillir sa chienne par un mâle italien s'il n'est pas confirmé UDDC. Mais c'est du vent, puisque la SCC n'en tiendra pas compte et donnera le pédigré, puisque ce n'est pas nous qui faisons le pédigré. Alors que les Allemands, c'est les clubs qui rédigent les pédigrés. Alors que nous, c'est la SCC. Donc c'est une réglementation théorique, très difficile à tenir et qui n'a pas pris en France pratiquement, quoi. Alors le TAN, son nom c'est test d'aptitude naturelle, mais le TAN proprement dit, c'est surtout un test de caractère. Hein. Savoir comment le chien, s'il obéit, s'il est libre et s'il a un rappel, comment il se comporte vis-à-vis de ses congénères, vis-à-vis des gens, vis-à-vis tant de ses congénères que des humains, et s'il se laisse regarder les dents, prendre la puce, le faire également, courir aussi, parce que test d'aptitude naturelle, c'est aussi de pouvoir bouger quand même. Voir s'il se déplace correctement, voir si au bout d'un certain nombre de déplacements, une certaine distance à déterminer en fonction du climat, hein, de toute façon, voir s'il est essoufflé, pas essoufflé. En général, chez nous, on n'a pas trop de problèmes, alors que dans les races à nez court, c'est quelque chose de très très important. Voilà, c'est ça le TAN. C'est le caractère, c'est sa réaction vis-à-vis du maître, sa réaction vis-à-vis des congénères, vis-à-vis des humains, et puis s'il peut se déplacer correctement dans l'environnement, et savoir si, après s'être déplacé à un moment, avoir marché, couru, s'il est essoufflé ou pas. Globalement, le dog, c'est vrai que c'est un chien relativement distant avec l'étranger,
qui aime beaucoup la famille, qui a tendance à défendre l'enfant malgré lui, incontestablement, jamais méchant. Et excellent chien de garde, dissuasif, mais jamais méchant, pas de danger. Par contre, c'est vrai que la socialisation qui lui sera apportée par son maître joue beaucoup. Hein. Moi, je sais que je prends référence toujours à un homme qui vivait vraiment avec ses dogs, à qui j'avais eu la chance d'en voir 3 de suite. Et c'était exactement les 3 mêmes, mais avec les mêmes mimiques, les mêmes habitudes, les mêmes... Parce que les 3 ont vécu avec ce maître qui vivait sa vie pour le chien. Mais bon, pas d'amis, pas personne. Il vivait avec son chien, avec ses chiens, puisqu'il en a eu 3. Mais c'était rigolo, on voyait exactement les mêmes. Alors on retrouve le fond de caractère du dog, mais des petites habitudes qui ont été prises par le maître, comme quoi, bien sûr que les maîtres influencent. Mais sinon, le caractère général, moi j'ai jamais vu de dog méchant, ou s'il l'est, c'est parce que justement il a été chahuté, il a changé de maître, ou il a eu des problèmes. Mais c'est vrai que le mâle, arrivé à 9-10 mois, il prend conscience de sa force et qu'il faut faire un petit peu attention à ce moment-là. Et d'ailleurs, je disais toujours aux clients, aux gens que je ne connaissais pas, qui prenaient plutôt une femelle, ou si vous prenez un mâle, faites attention à cet âge-là. Bon, par exemple, un mâle de 10 mois, il est mignon comme tout, il a l'habitude de monter sur le fauteuil, et puis un jour on lui dit non, tu ne montes plus sur le fauteuil, et il essaye de se rebiffer. Bon, on lui montre que c'est nous qui commandons, puis ça passe, c'est fini. Mais si jamais le maître il a peur, à ce moment-là, c'est vrai que là c'est difficile. Ça devient difficile. Bon, on profite d'ailleurs du TAN pour prendre des mesures, mais ça n'a rien à voir avec le TAN. Hein. On fait plein de mensurations qui nous donnent un peu, justement par rapport aux couleurs, là où on va plus vers certains défauts, et c'est intéressant. Justement, on a trouvé, notamment chez les bleus, des têtes un peu trop courtes, des chanfreins trop courts. De toute façon, les chanfreins, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'en ai pris personnellement énormément, tant en France qu'à l'étranger. J'en ai pris notamment beaucoup en Allemagne, dans des expositions. La longueur du chanfrein, normalement, c'est la longueur de l'occiput au stop. Hein. Mais ce n'est pas vrai dans la vraie vie. C'est la théorie du standard, ça. C'est toujours plus court. Lorsque c'est de la même longueur, c'est très bien, mais c'est vraiment très rare, quoi. C'est 10% des dogs. 90% sont un peu plus longs, mais il y a du long, il y a du un peu court normal, et il y a du trop court, quoi. Mais donc ça, c'est une chose intéressante, et chez le bleu notamment, c'est là où on trouve les chanfreins les plus courts. Et c'est chez les fauves et bringés qu'on les trouve les plus corrects. On les stop, on les trouve à peu près partout pareil. Il y a la hauteur de la lèvre, hein, de la lèvre supérieure, la babine, quoi. Là, c'est pareil, on les trouve évidemment plus importantes dans les surtypes. On a beaucoup moins de surtypes dans les fauves bringés que dans les bleus ou les arlequins, enfin les blancs bigarrés, les bigarrés, quoi. On mesure la longueur du chien, la hauteur du chien, son rapport au sol. Parce que logiquement, le poitrail, enfin le bout du poitrail et le début de la poitrine doit arriver au coude, et la dimension entre le coude et le sol doit être légèrement supérieure au coude, du coude au garrot. Si c'est 50-50, ça va. Si c'est moins, il est trop près du sol. Et ça fait moche d'ailleurs, ça se voit tout de suite. Ça ne fait pas un chien élégant. On mesure ça, on mesure la longueur totale, on mesure la largeur, et le poitrail bien sûr, la largeur de poitrail, pas les épaules hein, à l'intérieur. Enfin là, ça fait plusieurs tannes qu'on fait, et puis on ne fait plus les mensurations parce que c'est long, hein. C'est très très long. Mais enfin, j'en ai fait un certain nombre de mensurations. Oui, non, c'est tout. La tête, la hauteur de babine, la profondeur du stop, la longueur de chanfrein, la longueur du stop à l'occiput, le poitrail, la longueur du corps, la hauteur du corps. Non, c'est tout. La circonférence,
Enfin bon, ça va avec la largeur de poitrail, la circonférence au niveau de la poitrine.